sommes aujourd'hui avec M. Souti Touré, qui est un enseignant de formation en politique, ancien maire de Tambacounda précisément, et ancien ministre de la décentralisation et actuellement haut conseiller des collectivités territoriales. Mais M. Souti Touré a une autre flèche à son arc, comme on dit. Et vous êtes devenu aujourd'hui un agriculteur. D'après ce que je sais, il y a beaucoup de personnes, d'anciens ministres ou d'anciens PDG ou d'anciens hommes politiques qui sont devenus agriculteurs, mais souvent par procuration. Mais vous, vous êtes agriculteur directement. Alors, quelle est la différence? Bon, je ne sais pas. Je sais que de manière prosaïque, on a dit les agriculteurs de dimanche, parlant de ceux qui étaient ou qui sont encore dans d'autres activités professionnelles, autres que celles liées à l'exploitation agricole. On a parlé de paysans de dimanche, et ainsi de suite. Bon, mais moi d'abord, à la différence de cela, c'est que je n'ai pas d'autre activité en ce moment que l'agriculture, d'une part. Je l'ai eu plutôt parce que je suis d'abord, mon milieu d'extraction, c'est que je suis du milieu rural. Donc mon père, ma mère et mes parents étaient agriculteurs. Donc je considère que le travail qu'ils faisaient était un travail d'une très grande noblesse. Ensuite, je le suis par goût, par plaisir, c'est-à-dire par volonté personnelle. Je veux être dans ce secteur-là parce que je crois d'abord que c'est un secteur dont on voit tout de suite le produit. On voit le produit des efforts qu'on a consentis, qu'on a investis. On voit le fruit des moyens qu'on a, le résultat des moyens qu'on a investis. Et je vais te faire une confidence. J'ai rencontré l'ancien calife général, Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Il était calife général. J'ai été conduit chez lui par le représentant des Mourites de Koupentoum. M'a reçu. Alors, il a très peu parlé. Mais il m'a demandé, il paraît que, comme il parle avec beaucoup de retenue, il met la main à la bouche au matin. M'a demandé pourquoi j'étais agriculteur, j'aimais la terre. Je lui ai dit, ça me plaît. Il a ajouté, alors il faut ajouter que ça te plaît, mais que c'est ça qui est bien pour toi. Pourquoi? Quand tu es dans ton champ, un musulman, quand tu es dans ton champ, tu ne penses à personne d'autre qu'à ta culture, à tes plantes. Ici, il y a un peu d'herbe. Ici, il faut pomper. Ici, il faut faire ceci. Ici, il faut faire cela. Donc, tu ne prends pas de péché avec des divagations intellectuelles ou des réflexions inutiles sur comment tu vas contrer ton adversaire, qu'est-ce que tu vas faire. Donc, ça t'éloigne des pensées qui ne sont pas toujours les meilleures pour un bon musulman. Donc, j'ai été réconforté. Il m'a dit, moi, je suis à Khelkhom. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, moi, si je cessais d'aller à Khelkhom, les talibés ne me nourriraient pas? Donc ça, c'est quand même, lorsqu'on reçoit un témoignage comme ça, lorsqu'on reçoit plutôt un développement comme ça et qu'on a entendu de la bouche d'un saint homme comme celui-là, on ne peut qu'être encouragé à continuer et à poursuivre. Et enfin, je considère aujourd'hui que l'autre anecdote, c'est que je pense qu'en développant chez nous, comme tu le sais, nous avons les potentialités d'abord de disponibilité de la terre. Nous avons ensuite l'eau. Nous avons ensuite de l'eau, des terres et de l'eau. En les exploitant, mais on permet de fixer, ça veut dire qu'on peut faire de l'agriculture 12 mois sur 12. Donc en faisant ça, vous pouvez garder les jeunes sur
dans le territoire et mettre fin et lutter assez efficacement contre l'immigration clandestine qui comporte beaucoup de risques pour les jeunes et leurs familles. Et l'autre anecdote que je voulais dire, j'ai un neveu qui était en Espagne. Il a même relativement réussi en Espagne parce qu'il a reconstruit la maison de son père et il a commencé à investir un peu. Il a écrit à ses jeunes frères. Il leur a dit ce que nous avons refusé de faire et que notre oncle Souti fait là-bas, c'est ça que nous faisons ici exactement. Mais nous nous levons à une heure impossible, nous nous couchons à une heure impossible. Donc ce que nous avons refusé, il dit, c'est pas lorsque nous arrivons, nous préparons, nous achetons des habits à une mise que nous renouvelons. Il dit, mais ici, ce que nous faisons, nous sommes dans les champs. C'est tout. Est-ce que ce n'est pas également une autre manière de se dire, au lieu de laisser les multinationales venir occuper les terres pour faire de l'agriculture et disons, exporter la plus-value, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes et maintenir la plus-value sur place? Oui, absolument. L'impact de ce point de vue-là au plan économique est formidable. Ce que vous faites, vous rentabilisez chez vous. Les bénéfices qui peuvent partir à l'extérieur, vous les avez. Et parfois, vous vendez à l'extérieur le bénéfice et revient au Sénégal. Et aujourd'hui, nous, par exemple, nous avons vu des multinationales, effectivement, venir des multinationales, des entreprises du Nord, venir exploiter des champs, commencent à venir exploiter des champs et exportent. Par exemple, chez moi, à côté de chez moi, à Neteboulou, il y a une entreprise qui est venue, qui a exploité un périmètre de l'ANIDA et qui a exporté 720 tonnes de melons à l'époque, avec près de 40 jeunes. Donc, vous voyez un peu, et les bénéfices sont partagés. La population en profite, les jeunes en profitent. C'est donc là une façon de garder. Les retombées économiques sont effectives et réelles et importantes. Vous avez opté pour l'agriculture pluviale ou la maîtrise de l'eau? Ah non, moi j'ai des équipements. Moi j'ai un tracteur, j'ai un parc de 4 motopompes, une motopompe de 6 cylindres qui peut m'envoyer l'eau du fleuve à 1,5 km, 2 km, et des motopompes de moindre dimension. Bon, j'irrigue et puis je sollicite de temps en temps les services des techniciens, malheureusement, qui ne sont pas nombreux. L'encadrement a pratiquement disparu. Mais enfin, je fais les 2 mois. Je veux remplir les 12 mois sur 12. Même si actuellement ce n'est pas le cas. Mais je dois retourner dans quelques jours pour préparer une autre place, une autre plateforme pour installer mes motopompes. Et vous cultivez quoi? Ben, moi je fais du tout, hein. J'essaie tout. Jusqu'au sésame, je le fais. J'ai eu des sacs de sésame qui ont presque pourri, que je jette parfois, mais j'essaye tout. Donc, parce que chez moi, je fais banane, je fais gombo, j'ai fait même tomates cerises. Avec la Banque mondiale, j'ai essayé tout ça. Donc, je fais tout. Quand on me dit ça, c'est possible. Par exemple, cette année, je voulais faire de l'arachide de contre-saison. Bon, mais les services techniques de l'ISRA m'ont dit la dernière période de semis pour l'arachide de contre-saison, c'est jusqu'au 15 février. Donc, c'est ça qui a fait que je n'ai pas pu. Donc, vous faites l'agriculture à temps plein, 12 mois sur 12. C'est ça que je veux faire. Je l'avais réussi et ça m'avait porté bonheur parce que lorsque vous faites de la banane pour la première fois, vous avez les premières productions de bananes qui interviennent après 9 mois. Bon, et ensuite, vraiment,
vous pouvez gérer votre périmètre, le développer jusqu'à 5 ans, 6 ans, voire même 7 ans. Après, vous réhabilitez, ce que je suis en train de faire. Bon, ensuite, vous avez des périodes où, par exemple, le gombo est très, très, très rentable. Bon, lorsque vous cultivez le gombo, bon, à partir du mois de... Vous le faites en janvier, février, vous pouvez récolter en avril, mai, et jusqu'au 15 août, ça rapporte beaucoup d'argent à Dakar. Est-ce qu'on peut avoir une idée du niveau de production que vous avez atteint? Non, par exemple, le gombo, moi, je suis entre 800 kg et 1 tonne 100. Avec une camionnette, tu peux arriver, tu prends une camionnette, tu amènes 800 kg, tu peux avoir facilement 700 000, 750 000, 800 000, voire même plus à certains moments. Sur combien d'hectares travaillez-vous? Ah non, là, moi j'ai mes superficies. Tu me permettras de garder ça pour moi parce que... Est-ce que vous avez atteint le niveau industriel? Non, non, je n'ai pas atteint le niveau industriel parce que d'abord, il y a des raisons personnelles. C'est-à-dire que je suis d'un âge où je ne force pas. Ensuite, donc, je maintiens. Et entre autres raisons, vous me dites, vous êtes parti vers la terre. Pourquoi? C'est aussi que mes médecins m'ont encouragé à aller vers la terre parce que ça permet de ne pas tomber dans cette forme de sédentarité préjudiciable à la santé. Donc, voilà, je fais ça à temps plein, mais je me ménage un peu. Et justement, c'est dommage que cet entretien, nous le réalisons ici chez vous à Dakar, mais nous aurions voulu que ça se passe à Neteboulou ou à Bantantiti et que nous vous suivions dans vos champs et vous voir à l'œuvre. Oui, mais je suis là simplement parce que j'ai besoin nécessairement, à ce stade-là, nous devons faire 2 bassins de pisciculture. Et on a besoin nécessairement donc des engins. Je suis en train de voir avec mes relations et mes amis comment faire, parce que là-bas, j'ai les engins Poquelin et bulldozer qui peuvent m'aider à le faire, mais le porte-char pour les amener au village et les ramener chez le propriétaire que je connais, je suis en train de négocier ces conditions. Est-ce que vous mettez vous-même la main à la pâte? Je veux dire, est-ce que si on vous trouve dans vos champs, on vous trouve avec un bot? Ah oui, mais mes enfants ont les images. Mes enfants ont les images. Quand ils sont dans les bureaux ou quand ils font autre chose, ils voient bien mes images. Moi, je mets... c'est même un conseil de mon médecin. Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui pensent que travailler, c'est uniquement de la bureaucratie? Non, je dois dire que l'autre évolution que j'ai notée chez les jeunes, c'est que de moins en moins, vous trouvez des réflexions comme ça. Et de plus en plus, ils comprennent qu'il faut travailler. Maintenant, je pense que c'est de ce point de vue-là que nous devons demander et insister auprès de l'État de les accompagner du point de vue de la mise à leur disposition de moyens à travers les projets qui sont destinés et à travers un accompagnement technique et administratif. Parce qu'il n'est pas tout que de donner 5 millions, 10 millions à un GIE de jeunes ou de femmes pour exploiter. Il est bon aussi que lorsque ce GIE-là doit évoluer dans la banane ou doit évoluer dans l'arachide ou dans d'autres spéculations, qu'on trouve une petite organisation avec un technicien. Aujourd'hui, avec les ingénieurs qui sortent de Bambey, d'autres écoles, de Ziguinchor, des agents techniques, qu'on mette un minimum d'encadrement technique, au moins à la dimension, à l'échelle des arrondissements, pour qu'il puisse y avoir des équipes techniques d'encadrement de ces GIE-là qui ont reçu des financements. Il n'est pas tout, il ne suffit pas de donner simplement le financement aux GIE et de les laisser... Non. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle des services techniques de l'État? Mais c'est ça, mais il n'y a pas de service technique de l'État, il n'y a rien comme conseil. Il n'y a rien, non, je suis excessif.
Mais les services techniques de l'État sont démunis du point de vue des moyens et puis du point de vue des personnels. Vous prenez la DRDR de Tambacounda, il y a combien de personnes? Vous prenez au niveau de tout l'arrondissement de Missirah, 3 communes, avec la superficie que ça comporte. Il y a qui? Les services communautaires de base ont disparu. Avant, il y avait les CER, les centres d'expansion rurale, où vous aviez il y avait un infirmier d'État, un agent technique d'agriculture, un agent technique d'élevage. Il y avait une structure, une cellule technique et administrative qui permettait d'encadrer les populations, qui venaient les voir régulièrement. Et dès qu'on découvre des champignons ou des sauterelles ou autre chose, on dit « Ah non, il faut traiter telle surface ». Le paysan sait où aller. Mais maintenant, le paysan, quand bien même il va à Tamba, à la direction de la protection des végétaux, il trouvera peut-être 1 ou 2 éléments. Et ça, lorsqu'il y a des attaques en plusieurs endroits, vous voyez la difficulté. L'accompagnement technique est indispensable. Il faut revenir à l'accompagnement technique. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui ont amené l'État du Sénégal. À l'époque, j'étais dans le gouvernement du Sénégal, à supprimer l'encadrement, mais ça a été fatal. Ça a été un coup de frein au progrès de l'agriculture sénégalaise. Nous allons parler d'autre chose en se référant à ce que le marabout Maurice Sirigny Saleh vous a dit pour vous réconforter dans votre choix vers la terre. Est-ce à dire que vous avez plus ou moins mis en hibernation vos activités politiques, parce que nous savons que vous êtes aussi le président du parti socialiste authentique. Non, on ne rompt pas avec la politique. Par contre, la politique aussi comporte des phases, ces phasages. Il y a un minimum quand on est lucide et responsable. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que mon avenir est derrière moi, mais disons que c'est tout comme. Ce que je pense, c'est que aujourd'hui, je ne planifie pas ma carrière en termes d'ambition et de lutte, de compétition pour un poste. Non. Je pense qu'il y a d'abord des ressources humaines, des personnes avec suffisamment d'expertise, de capacité, de dévouement et d'attachement, d'engagement patriotique qui peuvent le faire avec plus d'énergie que moi. Et vous êtes accaparé par la terre? Et je pense, mais la terre, je pense que ce que je peux, c'est, vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites? Je dis, bon, je fais un peu de tout. Donc, je crois qu'il faut laisser, il faut permettre aujourd'hui aux générations montantes d'aller vers les responsabilités, parce que il y a des choses qu'on peut faire à un certain âge et arriver à un certain point, on ne peut plus les faire. Moi, je ne peux plus faire, par exemple, 500 km très souvent. Lorsque je le fais un mois, je suis entre 2 chaises, je crois que ça va. Et qu'on peut être utile ailleurs, oui. Par contre, on ne rompt pas avec la politique, parce que je ne peux pas être indifférent à ce qui se fait dans mon village. Je ne peux pas être indifférent à ce qui se fait dans ma commune. Je ne peux pas être indifférent à ce qui se fait dans mon département ou dans ma région ou dans mon pays. Donc, lorsque je me donne des possibilités de participer au débat, je me donne aux possibilités, c'est-à-dire de me faire moi-même une opinion à partir de rencontres, d'émettre mes avis dans des rencontres. Je pense que ça, c'est jusqu'à la mort, lorsqu'on a la possibilité. Un homme ne peut pas renoncer à ça. Je ne suis pas indifférent à ce qui se fait dans mon pays, ce qui se fait dans ma région ou mon département. Monsieur Sékou Touré, nous allons terminer cet entretien en parlant justement de la nouvelle génération. Et quel est le regard que vous posez sur les jeunes Sénégalais d'aujourd'hui et qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui si on vous donne l'occasion? Oui, je pense que notre pays est un pays charmant et séduisant, avec une jeunesse bruyante mais intelligente.
Elle est exigeante, notre jeunesse. Du point de vue des regrets, je pense qu'elle est très exigeante. Elle a, dans sa quête d'épanouissement et de responsabilisation. Mais, qu'à cela ne tienne, je crois que l'intelligence, l'énergie qui l'habite sont des ressources très, très importantes pour le développement de notre pays. Il n'est que de voir aujourd'hui les créations et les innovations qui sortent des start-up. Il n'est que de voir aujourd'hui des expériences réussies conduites par les jeunes et les femmes de notre pays. Donc, ce pays est le leur. Aujourd'hui, plus que nous autres, ils attendent plus de l'avenir, plus que nous autres. Le poète disait, moi j'aime l'avenir parce que c'est là où je passerai le reste de mes jours. Donc c'est eux. C'est eux qui vont hériter de ce qu'il y a, mais ce dont ils vont hériter, ils sont ceux qui doivent donner la plus grande part d'énergie et d'engagement et de dévouement. Donc qu'ils se mobilisent pour le pays. Il y a des temps pour la contestation, mais il y a des temps aussi pour la concertation et les compromis. Nous vous remercions, Monsieur le ministre Sékou Touré, ancien ministre, ancien maire de Tambacounda, haut conseiller des collectivités territoriales, président du Parti socialiste authentique, nouvel agriculteur chez lui, Bantantiti, dans la zone de Neteboulou. Merci de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui à Dakar. Non, je ne suis pas un nouvel agriculteur. En 1998, j'avais déjà mes champs. Donc, je dis agriculteur et j'aspire à être fermier d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, faire quelque chose. Donc, c'est moi qui vous remercie parce que cet échange-là est important pour moi, me permet de faire la preuve de ce que je fais. Si ça peut intéresser ceux qui ne sont pas dans mon environnement immédiat, donc, et ça m'encourage. C'est pour ça que j'ai été très heureux de cet entretien-là et vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci bien.